Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus à cette troisième célébration publique des 50 ans du Centre de droit international. Donc on a voulu, pour fêter cet anniversaire, essayer d'associer différents types d'enseignants et d'académiques qui sont membres du Centre de droit international. Le 21 octobre dernier, on avait commencé plutôt par le corps scientifique avec une journée d'études sur les 100 ans du prix Nobel La Fontaine, où plusieurs de nos doctorants ont exposé le résultat de leurs recherches qui avaient été évaluées par plusieurs personnalités comme Martti Koskieniemi, Robert Kolb, collègue de Marcelo Cohen ici présent, et Jean Salmon. On a dans un deuxième temps fait un colloque droit international et cinéma qui a été organisé les 17 et 18 février dernier, où là c'est plutôt, disons, les professeurs qui ont tenu, qui ont eu la parole. Et puis dans un troisième temps aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur les étudiants, puisque, comme vous l'avez vu dans l'intitulé de cette journée, c'est quand les étudiants se font juges. L'idée ici a été de reprendre un format déjà assez connu, qui est le format du procès simulé, qui consiste à plaider une cause virtuelle, fictive ou réelle devant une juridiction fictive, elle, toujours. Mais dans tous les précédents connus, en tout cas, les étudiants jouent le rôle des plaideurs. Et quant aux juges, c'est plutôt des enseignants, des professeurs ou des assistants qui vont évaluer les étudiants et même les noter d'ailleurs, dans une perspective finalement assez classique. On a voulu retourner ici le schéma, puisque cette fois-ci, les étudiants vont être les juges, et ce sont plutôt d'illustres professeurs qui vont plaider devant eux, et qui vont non pas être notés, mais quand même être soumis à une certaine forme d'évaluation, si pas d'eux-mêmes, en tout cas des arguments qui vont avancer, puisque un véritable jugement sera rendu d'ici quelques semaines. Et Vaios Koutroulis, qui a dès le début organisé et encadré les étudiants pour cette tâche, vous donnera en fin de séance plus d'indications à ce sujet. Juste quand même 2-3 petites précisions par rapport à la manière dont ça s'est passé. On a envoyé une lettre tout à fait officielle au Royaume-Uni et à l'Argentine pour savoir s'ils souhaitaient nommer des représentants officiels pour être soumis à non pas un jugement, une décision. Donc nous n'avons, même si c'est un peu mégalomane, disons-le, de prétendre trancher une question comme celle des Malouines par des étudiants ou d'ailleurs par des professeurs, ce serait tout aussi peut-être utopique, mais néanmoins on a demandé s'ils souhaitaient donc nommer des représentants officiels. Les réactions ont été soit inexistantes du côté britannique, soit du côté argentin. Après quelques hésitations, ils ont préféré ne pas s'avancer dans cette voie. Et donc, nous avons demandé à des personnes que nous connaissions et dont on se disait qu'elles pouvaient, si pas représenter les États, en tout cas présenter les arguments des deux États concernés afin que les étudiants puissent se prononcer. Et donc on a demandé d'une part à Marcelo Cohen, qui est professeur à l'Institut des hautes études internationales et du développement de Genève, de présenter les arguments de l'Argentine. Marcelo Cohen est assez connu pour ses travaux dans le domaine de la délimitation et des litiges territoriaux, où il est à la fois un auteur reconnu et par ailleurs un praticien devant certaines juridictions. Et on a demandé par ailleurs à Michael Weiber de bien vouloir présenter les arguments du Royaume-Uni, ce qu'il a très gentiment, comme Marcelo, accepté de faire. Et donc, tout à l'heure, peut-être après la séance, après les avoir entendus, soyons prudents, ils seront très chaleureusement applaudis par, je l'espère, par vous tous, parce que sans eux, évidemment, l'exercice aurait été impossible. Et même pour ceux qui ne les connaîtraient pas de manière approfondie, ce sont vraiment deux personnes extrêmement reconnues et compétentes. Et je dirais que les étudiants de ce côté-là sont très, très gâtés de pouvoir bénéficier d'une telle expertise. Alors, je ne vais pas en dire davantage à ce stade-ci. La séance en tant que telle
va véritablement commencer et je vais dès lors céder le relais à mon collègue et ami Vaios Koutroulis, qui a donc, comme je le disais, organisé tout ceci de manière très suivie depuis le mois de septembre ou octobre, où on a pris les premiers contacts. Merci. Donc, voilà. Dans ce cas de ce procès simulé, moi je joue le rôle du greffier. Donc, le tribunal arrivera et la séance va commencer. Donc, le tribunal. Veuillez vous asseoir, la séance est ouverte. Ce tribunal arbitral est aujourd'hui réuni pour entendre les plaidoiries des parties dans cette affaire concernant la souveraineté sur les îles Malouines et qui oppose le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à la République argentine. En l'application de l'article 2 du compromis d'arbitrage ayant formé ce tribunal, les parties présenteront successivement leurs arguments concernant une seule et unique question, la souveraineté sur les îles Falklands, Islas Malvinas, îles Malouines en français. Conformément à l'ordre de passage décidé au paragraphe 4 de l'article 4 du compromis d'arbitrage, c'est l'Argentine qui parlera en premier, suivi du Royaume-Uni. Chaque plaidoirie, dont la durée sera fixée à 30 minutes, sera suivie d'une séance de questions. Le tribunal posera au Conseil toutes questions qui leur sembleront nécessaires et leurs conseils auront ensuite 10 minutes pour y répondre. Au terme de ces plaidoiries, nous effectuerons une courte pause avant d'entendre les répliques et les dupliques des deux parties. Ces répliques et dupliques, d'une durée de 15 minutes, seront suivies d'une séance de questions de 5 minutes chacune. Nous pouvons à présent commencer. C'est donc l'Argentine qui sera entendue en premier. Je donne donc la parole à son conseil, M. Marcelo Cohen. Vous avez la parole, monsieur le professeur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les arbitres, c'est un honneur de comparaître aujourd'hui devant vous pour défendre les droits de la République argentine. Je l'ai fait avec d'autant plus de plaisir que pour la première fois en 180 ans, avec un bref interrègne de 15 années, le Royaume-Uni se soumet finalement au règlement pacifique de ces différends qui opposent nos deux pays depuis 1883. Dans cet exposé des premiers tours, je vais passer outre la présentation géographique et historique, je vais me concentrer sur les aspects juridiques. Je pense que, mesdames et messieurs les arbitres, connaissent très bien la situation géographique des îles Malouines, à 450 km de la côte continentale argentine et à 13 000 km du Royaume-Uni. Cela n'est pas pour autant une question qui soit essentielle pour le règlement de ces différends. Donc, je vais me concentrer dans cet exposé de premier tour sur la première question essentielle pour tout règlement d'un différend territorial, à savoir la détermination de la date critique. Ensuite, je vais examiner les titres de souveraineté présentés par les deux parties. Et enfin, je vais examiner la question sous l'angle du droit de la décolonisation. Commençons donc
par la question de la date critique. Comme vous le savez, mesdames et messieurs les arbitres, dans tout différent territorial, mais pas seulement dans les différents territoriaux, il est fondamental d'établir les moments dans lesquels les revendications avancées par les deux parties doivent être examinées. Cela est fondamental en matière territoriale, mais cela s'applique aussi dans d'autres différents. L'idée de détermination de la date critique ressort très clairement de la jurisprudence, notamment de la Cour internationale de justice. Vous avez devant vous une analyse spécifique faite par la Cour internationale dans l'affaire Nicaragua-Colombie, mais citant d'autres précédents jurisprudentiels, dans lesquels il est clairement établi que les faits postérieurs à la date critique, les actes accomplis après la date critique, ne peuvent pas être pris en considération afin de produire une modification quelconque de la situation existante à ce moment clé qui est la date critique. C'est la date dans laquelle les positions des parties sont établies, définies et opposées. Donc, en suivant la jurisprudence de la Cour internationale de justice, la date critique dans ces différends, clairement, est le 19 novembre 1829. Pourquoi cette date? Parce que c'est la première protestation britannique faite contre l'exercice de la souveraineté argentine. Donc, à ce moment-là, les positions des parties sont claires. Les deux parties avaient exposé quelles étaient, selon elles, les bases justifiant la souveraineté argentine ou une prétendue souveraineté britannique. Il y a deux textes qui sont fondamentaux, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les arbitres, que vous connaissez très bien, puisque vous avez aussi les dossiers écrits dans cette affaire. Et ces deux documents fondamentaux, dans lesquels les deux parties expriment clairement leur position, sont le décret argentin de création du commandement politique et militaire des îles Malouines du 10 juin 1829 et la réaction britannique, à savoir la note de protestation du 19 novembre 1829. C'est là où les différences s'est cristallisées. Il y a un exercice de souveraineté argentine et il y a une protestation britannique invoquant l'existence préalable d'une souveraineté britannique. Donc, c'est à ce moment-là que les titres des deux parties doivent être examinés. Vous connaissez donc, je vous ai dit, les deux textes. Pour des raisons de temps, je me permets donc de résumer tous les deux. Les textes du décret argentin du 10 juin 1829 expliquent que la souveraineté argentine découle de la succession au droit de l'Espagne. Comme vous le savez, mesdames et messieurs les arbitres, l'Argentine est un État issu du premier processus de décolonisation, on peut dire, de l'Amérique latine au début du XIXe siècle. Donc l'Argentine a hérité la souveraineté espagnole sur les îles Malouines. Cette souveraineté espagnole était fondée sur la possession effective des îles Malouines, l'ensemble des îles Malouines, par l'Espagne au moment du processus d'indépendance argentin, qui est établi au 25 mai 1810. Le fait que l'Espagne a été le premier occupant des îles Malouines et la reconnaissance de cette souveraineté espagnole par les principales puissances de l'époque, notamment la France et le Royaume-Uni. Vous connaissez les éléments historiques, donc je ne vais pas m'appesantir sur toutes les données de l'histoire de ces longs différends. Finalement, quant à la souveraineté espagnole, le décret de 1829 mentionne aussi l'adjacence des îles Malouines au territoire continental espagnol. Il faut dire que toute cette zone de l'Amérique méridionale avait été de longue date reconnue par les principales puissances de l'époque dans leur partage du monde à des fins
colonial, les caractères espagnols de toute la région. Mais, mesdames et messieurs les arbitres, le deuxième argument que ce décret argentin mentionne, c'est le fait que l'Argentine exerçait déjà la souveraineté de manière effective sur les îles Malouines après l'indépendance. Quelle est la position de la note de protestation britannique du 19 novembre 1829? Le gouvernement britannique invoque pour fonder sa prétendue souveraineté sur les îles Malouines la découverte des îles Malouines, soi-disant par des navigateurs britanniques, l'occupation subséquente des îles Malouines, le fait que les Espagnols ont restauré la possession du port Egmont aux Britanniques en 1771, et le fait que quand les Britanniques ont abandonné cet établissement de Port Egmont en 1771, ils l'ont fait en 1774, ils l'ont fait sans l'intention de renoncer à la souveraineté. Permettez-moi, mesdames et messieurs les arbitres, d'examiner tout d'abord les arguments britanniques. Qu'en est-il de la découverte des îles Malouines? Tout d'abord, vous le savez très bien, mesdames et messieurs les arbitres, la découverte à elle seule ne peut conférer la souveraineté sur un territoire. Elle ne constitue que ce que Max Huber appelait un inchoate title dans sa sentence arbitrale de l'île de Palmas. Mais à supposer même que la découverte joue un rôle fondamental, c'est plutôt l'Espagne qui peut revendiquer cette découverte. La preuve, elle existe. Il existe au point de vue cartographique, il existe au point de vue des récits des navigateurs. Vous avez devant vous une carte qui date de 1522. Je crois comprendre que ce n'est pas facile d'identifier l'ensemble des territoires qui sont dans cette carte, mais pour vous faciliter la tâche, même s'il faut se mettre un peu de manière horizontale, vous verrez la côte continentale sud-américaine et les îles Malouines clairement établies. Par ailleurs, en 1540, la première présence humaine de laquelle on a connaissance sur les îles Malouines est celle d'un navire espagnol, l'Incognita, qui hiverna plusieurs mois aux îles Malouines. Tout cela bien avant, je l'ai dit, bien avant presque 6 décennies ou 5 décennies avant que les Britanniques puissent invoquer une prétendue découverte. Deuxième argument britannique, la restauration de la possession du port Egmont faite par les Espagnols aux Britanniques en 1771 et l'accord hispano-britannique de 1771. Contrairement à ce que les Britanniques invoquent, il ne s'agit nulle part d'une reconnaissance de la souveraineté britannique. Bien au contraire, comme vous pouvez le lire dans les textes, à l'époque on utilisait le français comme lingua franca, les textes de la déclaration espagnole et les textes de la déclaration britannique sont très clairs. Lorsque les Espagnols ont chassé par la force les Britanniques de Port Egmont, il y a eu une atteinte à l'honneur britannique et cette déclaration restitue la possession du port Egmont, mais les Espagnols ont continué à rester sur le reste de l'archipel et il ne s'agit donc que d'une restauration de la possession du fort sans nullement affecter la souveraineté espagnole sur les îles Malouines. Par ailleurs, la déclaration britannique le dit très clairement, il s'agit d'une satisfaction de l'injure faite à la couronne du fait d'avoir chassé par la force la présence britannique. Voilà donc ce qui est des arguments, des pauvres arguments britanniques développés 6 décennies plus tard, par ailleurs, après un long silence de plus de 60 ans. Contrairement à la présence
ininterrompue des Espagnols aux îles Malouines, qui par ailleurs ont détruit une prétendue plaque laissée par les Britanniques quand ils ont quitté Port Egmont en 1774, ont détruit les installations des Britanniques de Port Egmont et sont allés périodiquement pour vérifier qu'il n'y ait pas de Britanniques sur cette partie des îles Malouines ou ailleurs. Voilà la situation. D'un côté, la présence physique sur les terrains des Espagnols aux îles Malouines, l'absence totale des présences britanniques sur les îles Malouines. Et pour résumer la situation au moment de l'indépendance argentine, je pense que plutôt que de vous exposer des textes argentins ou espagnols, rien de mieux qu'un texte britannique. En fait, il s'agit de deux memoranda élaborés à l'intérieur du Foreign Office, dans lesquels il est clairement établi que les Britanniques n'ont fait aucune objection à la possession des îles Malouines par les Espagnols. Et il ne s'agit pas seulement de l'île Soledad, c'est-à-dire l'île Malouine de l'Est, mais de l'ensemble, over the whole group, des îles Malouines. Voyons donc les arguments argentins. Je vous ai déjà expliqué que la découverte est espagnole, que la présence effective est espagnole, que le premier occupant, qui fut français, a cédé cette possession aux Espagnols, donc l'Espagne peut revendiquer le titre de premier occupant. Incontestablement, les îles étaient espagnoles au moment de l'indépendance argentine, mais l'Argentine ne se contenta pas de revendiquer une souveraineté abstraite. Elle a exercé des actes concrets d'effectivité sur ce territoire, parmi lesquels je peux vous mentionner très rapidement une liste très longue d'effectivités argentines et absolument rien du côté britannique. L'allocation des salaires pour la garnison des îles Malouines au moment même de l'indépendance, l'autorisation de la chasse d'amphibies à un navire britannique par ailleurs, une prise formelle de possession des îles Malouines au nom du gouvernement argentin en présence des navires britanniques et en l'absence totale des protestations britanniques, même si cette prise de position a été publiée dans le journal The Times à Londres. Le gouvernement britannique, bien entendu, ne pouvait pas ignorer cette prise de position argentine. L'application de la législation, les concessions des terres et du bétail, des franchises fiscales, la nomination des fonctionnaires publics. Je vous rappelle tout simplement que cette première protestation britannique, très tardive par ailleurs, après une décennie ou plus d'actes concrets d'exercice d'autorité argentine, cette protestation est due au fait de la création du commandement politique et militaire, du fait d'avoir nommé un commandant politique et militaire. Donc, il y a tout un ensemble d'effectivités argentines qui témoignent de la souveraineté argentine. Pourquoi les Britanniques protestent alors en 1829 après avoir complètement oublié les îles Malouines? C'est intéressant peut-être, mesdames et messieurs les arbitres, de mentionner c'est que le premier ministre britannique de l'époque, nous sommes en juillet 1829, à quelques mois avant la protestation britannique, le duc de Wellington, le premier ministre britannique, dit à l'un de ses fonctionnaires: « J'ai étudié minutieusement la documentation et il n'est pas clair du tout qu'on n'ait jamais possédé la souveraineté de toutes ces îles. » Pourquoi simplement les Britanniques ont fait cette protestation? Parce que l'amirauté britannique estimait que c'était indispensable d'avoir une présence en Atlantique Sud pour des raisons stratégiques. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont, pour ainsi dire, redécouvert l'existence des îles Malouines. Je passe maintenant à
un autre élément qui me paraît important, l'Argentine n'a jamais renoncé à sa souveraineté. Immédiatement après son expulsion en janvier 1833, l'Argentine proteste. Le gouvernement britannique refuse obstinément d'entrer dans des négociations à ce sujet. L'Argentine a proposé l'arbitrage. Et c'est le gouvernement britannique lui-même qui a reconnu que l'Argentine n'a jamais abandonné sa prétention et qui n'a jamais reconnu la souveraineté prétendue du Royaume-Uni. Pour des raisons de temps, je ne vais pas vous rappeler toute une série de protestations qui ont été émises. Je nie les offres aux Argentines de soumettre la question à l'arbitrage. Je vous dirais tout simplement, en attendant d'écouter l'argumentation britannique, que la position de la Cour internationale de justice est très claire en matière d'abandon de la souveraineté. Il n'y a jamais eu de traité par lequel l'Argentine a renoncé à sa souveraineté. Il n'y a jamais eu un acte unilatéral par lequel l'Argentine a renoncé à sa souveraineté. Et la position de la Cour, comme vous le voyez dans cette citation que vous avez devant vous, est très claire. Tout changement des titulaires de la souveraineté fondé sur le comportement des partis doit se manifester de manière claire et dépourvue d'ambiguïté. On ne peut pas présumer à la légère un abandon quelconque de la souveraineté. Je ne sais pas, mesdames et messieurs les arbitres, si le gouvernement britannique, ici représenté par mon distingué collègue et ami, va argumenter les prétendus titres de conquête ou les titres très controversés de la prescription acquisitive. J'attends et je ferai des commentaires à ces propos, si besoin est, lors du second tour. Je dirais tout simplement, pour conclure sur la souveraineté territoriale, que la comparaison entre les deux revendications à la date critique ne laisse aucun doute. La supériorité des titres argentins est absolument écrasante. Je passe maintenant, puisque je crois, monsieur le greffier, qu'il me reste 10 minutes seulement. D'accord. Alors je passe maintenant à un argument plus nouveau développé par le Royaume-Uni, conscient de la faiblesse intrinsèque de sa revendication de souveraineté. Le Royaume-Uni a découvert très tardivement que le droit international reconnaît un principe fondamental aujourd'hui, qui est celui du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il s'est rappelé, lorsque ces colonies étaient pour la plupart déjà indépendantes, le Royaume-Uni s'est rappelé qu'il existait ces principes quand il fallait garder ces derniers confettis d'un empire colonial d'une autre époque. L'Argentine, au contraire, a toujours reconnu l'importance fondamentale du principe d'autodétermination. L'Argentine, comme étant un État issu d'un processus de décolonisation qui a dû lutter pour son indépendance, a été toujours favorable à la reconnaissance juridique de ces principes fondamentaux. Seulement voilà, le Royaume-Uni souhaite manipuler ces principes afin de perpétuer sa domination coloniale. La première remarque que l'on peut faire quand on examine pourquoi le Royaume-Uni utilise l'argument de l'autodétermination, c'est qu'il a installé sa propre population dans les îles Malouines et maintenant prétend que ce soit les habitants des îles qui déterminent la souveraineté sur le territoire. Comme vous le savez, mesdames et messieurs les arbitres, toute communauté humaine n'est pas titulaire du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le droit international distingue plusieurs catégories, les peuples autochtones, les minorités nationales, religieuses, ethniques et autres, et pour chacune de ces catégories, il existe des droits différents. Seulement les peuples sont titulaires du droit à l'autodétermination, au moins dans son aspect externe. Il ne suffit pas de dire
comme le font les habitants, les citoyens britanniques qui actuellement résident aux îles Malouines, qu'ils constituent un peuple pour qu'ils puissent devenir titulaires du droit à l'autodétermination. Dans ce domaine, la reconnaissance internationale joue un rôle fondamental. Comme la Cour internationale de justice l'a rappelé dans son avis consultatif sur la construction d'un mur en territoire palestinien occupé, dans le cas du peuple palestinien, il n'existe aucun doute qu'il existe un peuple. Et la Cour internationale de justice, dans un autre avis consultatif, celui du Sahara occidental, examinant plus spécifiquement l'application du principe d'autodétermination, la Cour examine la pratique de l'Assemblée générale et constate que parfois l'Assemblée générale n'a pas demandé la consultation de la population d'un territoire non autonome comme manière de mettre fin à la situation coloniale. Tout simplement, comme le dit la Cour internationale de justice, une certaine population ne constituait pas un peuple pouvant prétendre à disposer de lui-même. Eh bien, mesdames et messieurs les arbitres, c'est la situation des îles Malouines. Vous connaissez très bien la résolution 1514 de l'Assemblée générale et les deux principes de base pour la décolonisation, le principe de libre détermination, mais aussi le principe du respect de l'intégrité territoriale des États. Parce que nous sommes ici en présence d'un cas typique de colonialisme territorial. Et je vous rappelle aussi, mesdames et messieurs les arbitres, que ce n'est pas la puissance coloniale qui détermine la manière dont un territoire colonial doit être décolonisé, ce n'est pas ces puissances qui déterminent qu'un territoire a cessé d'être non autonome, ce sont les Nations Unies et ses organes compétents, à savoir l'Assemblée générale et son organe subsidiaire, le comité de décolonisation. Dans le cas des îles Malouines, la doctrine des Nations Unies est très claire. L'Assemblée générale a estimé qu'il s'agit d'une situation spéciale de colonialisme. Il faut appliquer par conséquent les règles de décolonisation. Mais la manière de mettre fin à cette situation coloniale, c'est le règlement du différend entre le gouvernement de l'Argentine et du Royaume-Uni. Tout simplement en tenant compte des intérêts de la population, mais sans que l'Assemblée reconnaisse une quelconque application du principe d'autodétermination aux habitants des îles Malouines. Le contraste est clair avec d'autres résolutions de l'Assemblée générale, comme par exemple le Timor oriental, dans lequel la reconnaissance du droit du peuple de Timor oriental est explicitement mentionné et de manière sans équivoque. Plusieurs résolutions des Nations Unies se réfèrent aux îles Malouines et aucune ne fait référence au principe de libre détermination, mais seulement de tenir compte des intérêts et pas des souhaits de la population locale. Parce que, mesdames et messieurs les arbitres, l'Argentine, bien entendu, reconnaît les droits fondamentaux des résidents actuels des îles Malouines. Tout simplement, ce sont des citoyens britanniques qui se trouvent en territoire argentin. Donc, je pense que je n'ai pas beaucoup de temps. Monsieur le greffier, combien de temps il me reste encore? Combien? 5 minutes. Je vous rappellerai tout simplement, mesdames et messieurs les arbitres, que lorsque le Royaume-Uni a prétendu inclure la référence à la libre détermination ou l'autodétermination des peuples dans des résolutions sur les îles Malouines, ces amendements ont été rejetés. Et si vous regardez, mesdames et messieurs les arbitres, la composition de la population des îles Malouines, vous comprendrez tout de suite qu'il ne s'agit pas d'un peuple titulaire de l'autodétermination. Vous savez là l'évolution de la population des îles Malouines. Vous constaterez que cette population n'est pas une population qui s'accroît
d'une manière naturelle, dans les processus naturels que n'importe quelle population dans n'importe quel pays du monde s'accroître. Cette population, dans un territoire isolé, dans lequel il n'y avait pas une population originaire, il n'y avait pas de population indigène aux îles Malouines, les premières populations ont été françaises, puis espagnoles, puis argentines. Cette population britannique actuelle est tributaire des besoins de la puissance coloniale pour le développement économique de ses propres intérêts. J'attire votre attention, par exemple, sur le fait que 40% de la population, selon les 2 derniers recensements, habite aux îles Malouines depuis moins de 10 ans. C'est le recensement de 2001 et c'est le recensement de 2012. C'est un étrange peuple, celui que 40% est arrivé il y a moins de 10 ans. Et ce sont des citoyens britanniques pour la plupart, et ce sont les citoyens britanniques qui peuvent voter uniquement. Par ailleurs, si vous regardez, comme vous le savez, il existe une base militaire établie par le Royaume-Uni après 1982. 15% de la population actuelle réside dans la base militaire. Je ne compte pas, mesdames et messieurs les arbitres, les 1000 et quelques soldats britanniques qui sont établis. Je n'aurai pas le temps de vous parler des inconsistances britanniques dans les principes d'autodétermination, mais je vous dirai tout simplement que les Nations Unies n'ont jamais reconnu l'existence d'un peuple séparé, que le défaut originel de cette thèse britannique est le fait qu'ils ont expulsé l'Argentine du territoire, ils se sont opposés à régler le différend, ils ont établi leur propre population, ils ont contrôlé la démographie du territoire, et après ils viennent vous parler de un droit à l'autodétermination. Si un peuple victime il y a, mesdames et messieurs les arbitres, de l'action coloniale, c'est le peuple argentin. Pour conclure, je pourrais vous mentionner aussi, au lieu de textes argentins, des textes britanniques. Et si on revient à la date critique, un fonctionnaire du Foreign Office disait qui avait les meilleurs titres ou la meilleure revendication au moment clé. Lui disait, sans aucun doute, la République argentine. Il en va de même pour d'autres, mais je citerai en particulier quelqu'un que vous connaissez très bien, mesdames et messieurs les arbitres, puisque c'est un ancien juge à la Cour internationale de justice. Quand il était conseiller juridique au Foreign Office, il disait notre cas présente certaines faiblesses et il vaut mieux ne pas les soumettre à l'arbitrage. C'est la raison pour laquelle je suis particulièrement heureux aujourd'hui. Mais il disait, pour ce qui est de la Cour permanente à l'époque, qu'ils étaient protégés par une réserve ratione temporis qui par ailleurs existe toujours. Et pour conclure, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les arbitres, je voudrais conclure avec la fin d'un ouvrage dû à un professeur états-unien qui a très sérieusement étudié la question des îles Malouines, Julius Goebel, The Struggle for the Falkland Islands, et dans ma traduction, il disait, pour finir, les droits que les États ont construits avec tant d'efforts afin de gouverner leurs relations est un héritage trop précieux pour être subordonné aux objectifs impérialistes de n'importe quelle nation. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Professeur. Je vais donc maintenant passer la parole à mes estimés collègues qui vont vous poser, vous pouvez rester, qui vont vous poser quelques questions. Je vais commencer par passer la parole à Madame l'arbitre Brex. Merci. Monsieur le Président, monsieur, vous insistez beaucoup sur le fait que l'ONU n'a jamais octroyé le droit à l'autodétermination aux habitants des îles Falkland. Pourtant, les îles Falkland, les îles Malouines, pardon, sont inscrites sur la liste des territoires non autonomes de l'ONU. Est-ce que quelque part, ils n'ont pas un droit à l'autodétermination ?
Monsieur le Président, je réponds tout de suite ou j'ai... Si vous le voulez bien. Oui, d'accord. Ensuite, je vais passer la parole à Madame l'arbitre Jordens. Merci, Monsieur le Président. Nous aurions aimé savoir si l'Argentine envisage ou non une éventuelle souveraineté partagée et dans l'affirmative, sous quelle forme? Merci. Je passe à présent la parole à Monsieur l'arbitre Dupont. Merci Monsieur le Président. Nous voudrions également savoir si l'Argentine envisagerait la question d'une indépendance totale des îles Malouines, c'est-à-dire indépendamment du Royaume-Uni et de l'Argentine. Je passe la parole à Madame l'arbitre Boril. Merci Monsieur le Président. Monsieur, vous avez invoqué certaines effectivités de l'Argentine sur les îles Malouines. Nous voudrions savoir si l'Argentine peut se prévaloir d'effectivités après la date de 1829. Merci. Et enfin, je vais passer la parole à Madame l'arbitre Hofer. Merci. Vous avez beaucoup insisté sur la valeur, sur les résolutions des Nations Unies, notamment la résolution 2065. On aimerait savoir quelle est sa valeur juridique et en quoi est-ce qu'elle est opposable au Royaume-Uni. Enfin, je vais aussi vous poser une petite question. J'aurais voulu savoir, vous citez plusieurs lettres, notamment du duc de Wellington à Sir George Murray, et je me demandais quelle était la valeur juridique exacte que vous attribuez à ces lettres. Est-ce que ce ne serait pas plutôt simplement des lettres entre ces personnes, des réflexions qu'elles ont eues, plutôt qu'une véritable déclaration? Merci. Y a-t-il d'autres questions? Ce sera tout. Bien, merci Monsieur le Président. Je crois comprendre, Monsieur le greffier, que j'ai 10 minutes pour répondre à 6 questions. Première question. Pourquoi, si les îles Malouines sont inscrites comme territoire non autonome des Nations Unies, on ne devrait pas leur appliquer les principes d'autodétermination? Première question. Réponse très claire, parce que c'est l'Assemblée générale des Nations Unies, dans la pratique du processus de décolonisation, dans ce qu'on appelle les droits de la décolonisation, qui détermine la manière de mettre fin à une situation coloniale. Parfois, l'Assemblée générale a appliqué les principes d'autodétermination, parfois, il ne l'a pas fait. Cela veut dire que pas tout territoire non autonome est soumis au processus de décolonisation par le biais de l'application du principe d'autodétermination. C'est ce que la Cour a dit dans l'avis consultatif de 75 sur le Sahara occidental, dont je vous ai cité le paragraphe pertinent. La Cour a constaté que parfois l'Assemblée générale n'a pas estimé nécessaire de consulter des populations. Parfois pour des raisons X, parfois parce qu'il n'y avait pas un peuple. La question fondamentale, c'est est-ce qu'il existe un peuple ou non séparé. C'est pourquoi j'ai dit, si autodétermination il faudrait que ce soit celle du peuple argentin sur l'ensemble de son territoire. Bon, je pourrais ajouter d'autres éléments de la pratique des Nations Unies à cet égard, mais je n'aurai pas le temps de répondre aux autres questions. Deuxième question, souveraineté partagée. L'Argentine est-elle prête à accepter une souveraineté partagée? Vous êtes ici censé déterminer si les îles sont argentines ou britanniques. Et par conséquent, quand votre tribunal rendra son arrêt, les parties sauront si les îles relèvent de la souveraineté argentine ou si elles relèvent de la souveraineté britannique. Cependant, mesdames et messieurs les arbitres, l'Argentine a toujours manifesté sa volonté de parvenir à un règlement négocié dans lequel les intérêts de la population actuelle soient pris en considération, leur mode de vie respecté, et des formules différentes pourraient être envisagées, comme par exemple ce que les Britanniques se sont daignés conclure avec la République populaire de Chine à l'égard de Hong Kong. Comme vous le savez,
Hong Kong constitue une partie intégrante de la Chine, mais soumis à un régime d'autonomie spécial. Et l'Argentine est toujours prête à ce genre d'arrangement. Pour ces mêmes raisons, je dirais que c'est difficile d'envisager l'indépendance des îles Malouines. Et même, on pourrait se poser des questions sur la viabilité d'un État indépendant, comme dans le cas des îles Malouines, avec une population de moins de 3000 habitants. Les actes argentins après 1833, c'est la quatrième question qui m'a été posée. Effectivement, après, quand l'Argentine perd la possession du fait de l'expulsion par la force par le gouvernement britannique en 1833, l'Argentine a protesté, mais dans son comportement a toujours considéré les îles comme étant faisant partie de l'Argentine. Par exemple, juste pour vous donner des exemples, l'Argentine applique pour ce qui est de la nationalité le principe du ius soli. Par conséquent, toute personne née aux îles Malouines a la nationalité argentine. Cette personne n'a pas besoin de demander une quelconque naturalisation. Elle est argentine dès par sa naissance. Il existe plein de cas concrets dans cette situation. Mais l'Argentine a également conclu toute une série d'accords dans lesquels revendique la souveraineté sur les îles Malouines et l'a manifesté dans diverses organisations internationales. Je tiens à vous dire que l'Argentine bénéficie d'une large reconnaissance internationale de sa souveraineté. La plupart des pays du monde reconnaissent la souveraineté argentine et ne reconnaissent pas la souveraineté britannique. Cinquième question, c'était la valeur juridique de la résolution 2065. Oui, parce que comme vous le savez, mesdames et messieurs les arbitres, les résolutions de l'Assemblée générale, en règle générale, ne sont que des simples recommandations. Mais il existe une pratique claire des Nations Unies dans le domaine de la décolonisation, selon laquelle c'est l'Assemblée générale l'organe qui décide quel territoire est ou non autonome. Comme vous le savez peut-être, l'année passée, l'Assemblée générale a décidé que la Polynésie française est un territoire non autonome. Et c'est une décision faite par le biais d'une résolution. Comme il s'agit d'une résolution adoptée dans le contexte de la décolonisation, on peut estimer que c'est quelque chose qui va au-delà d'une simple recommandation. Il en va de même donc pour la résolution 2065, qui est la première résolution qui établit la manière de mettre fin à la situation coloniale des îles Malouines. La première résolution des Nations Unies explicite sur la question des Malouines. Sixième question, c'était la valeur juridique des documents internes, des lettres internes. Je me suis en effet référé à plusieurs reprises à des documents internes. Bien entendu, je n'ai pas prétendu que les îles Malouines sont argentines parce que le duc de Wellington a exprimé des doutes. Tout simplement, ces documents témoignent des points de vue à l'intérieur du propre gouvernement britannique, dans lesquels on disait, je ne sais pas, et c'est le Premier ministre d'ailleurs qui exprime des doutes sur l'existence d'une quelconque souveraineté britannique, ou des fonctionnaires, et pas des moindres, comme Sir Gerald Fitzmaurice et autres. Donc, il ne s'agit tout simplement que des points de vue à l'intérieur du gouvernement britannique, et ce n'est que dans ce sens-là que je les ai mentionnés. Merci, monsieur le professeur. Je vais à présent donc passer la parole au Royaume-Uni et à son conseil. Monsieur Michael Weibel, you have the floor, sir. Mr. President, members of the Tribunal,
It is an honor to appear before you on behalf of the United Kingdom, and the UK is grateful to the members of the Tribunal for the opportunity to present its case on sovereignty over the Falkland Islands today. We are assembled here today in dark days for international law, days that hark back to the 19th century power politics. Russia's abrupt annexation of the Crimea this week reminds us of the stark consequences for international peace and security if nations use military force to bring disputed territories under their sovereignty. Such actions are, without exception, inimical to international peace and security. It is precisely this what Argentina did in 1982, launching an unprovoked and unlawful invasion of the Falkland Islands with the aim of wresting control of these islands under the control of the United Kingdom at that time for more than 170 years. And to do that by force of arms rather than negotiation or dialogue. The UK had no choice and every right to use self-defense to repel that invasion. Now, of course, the parallels between the Falklands and Russia and Ukraine today are not perfect. And in particular, the balance of military power is different. Ukraine today does not have a realistic possibility of using military power in self-defense, which the UK did have against Argentina's unlawful invasion. But the balance of military power, members of the Tribunal, Mr. President, should not determine territorial claims in the 21st century. The unanimous view in the international community is that Argentina's invasion of the Falklands violated the prohibition against the use of force enshrined in the UN Charter, one of the most fundamental norms of international law. Argentina's attempt to invoke historical rights fell on silent ears within the international community, at the United Nations and elsewhere, both among developed countries and developing countries. It would set a very bad and dangerous precedent for a whole host of other territorial disputes. It would open a Pandora's box if nations would be allowed to use military force to recover territory that they feel belongs to them on some vague basis of past association or cultural or religious ties. Precisely because territorial disputes often touch on national pride and emotion. Peace in the world would become precarious. And the international community has declared in one single voice in reaction to Argentina's invasion of the Falklands that this is inimical to international peace and security. Countries should not be rewarded for using military force. But that is precisely what would happen if sovereignty would be awarded to Argentina vis-à-vis the Falklands. And that is, I remind you, a war that took place merely 3 decades ago. Now this, by way of background, Mr. President and members of the Tribunal. I will now show that the UK's case on sovereignty over the Falkland Islands is very strong. In fact, it is much stronger than Argentina's case. My learned friend has referred to Judge Fitzmaurice, who recognized that there may be certain weaknesses in the UK's case for sovereignty over the Falklands. That may be true, but I will show that the case that Argentina can make suffers from fundamental weaknesses. And according to the important principle of relativity of titles, it is the country that shows a stronger title on balance that is entitled to sovereignty.
The UK will show that it can rely on no fewer than 3 bases of title to the Falklands. And in addition, it can rely on the valid exercise of the right of self-determination by the Falkland Islanders, expressed as recently as 2013, with an overwhelming majority of 99.8% of Falkland Islanders voting in favor of continued association with the United Kingdom. This crucial fact has not been mentioned by my learned friend. And I will return to this critical issue of self-determination in due course. Let me first look at the 3 traditional bases on which the UK is entitled to sovereignty in respect of the Falkland Islands. That is occupation, conquest, and prescription. Discovery is an important root of title for the United Kingdom in respect of the Falkland Islands. It does acknowledge that it is only an inchoate title, so that it must be completed in a reasonable period, which the UK did, as I will now explain. The United Kingdom was the first to lawfully occupy the Falkland Islands. It sent in 1765 an expedition to the Falkland Islands and established Port Egmont, a settlement on what is called Saunders Island. And the UK made other landings on the Falkland Islands in the 18th century. And on this basis, the United Kingdom acquired sovereignty over the Falkland Islands by occupation. There are 3 elements for occupation to give title: intention, actual possession, and terra nullius. And the UK meets these 3 requirements. The first requirement is that the UK had the intention to act as a sovereign in respect of the Falkland Islands. This refers to acts in support of sovereignty, and the UK can point to such acts. The expedition that I just mentioned, and the establishment of Port Egmont. At Port Egmont, the commanding military officer, Captain Byron, recorded, and I quote, "Of this harbour and all the neighbouring islands, I took possession for His Majesty King George, the Third of Great Britain, by the name of the Falkland Islands." The UK also meets the second requirement, that is actual possession. Now that is a variable criterion and depends on the circumstances. But it is clear that the establishment of a settlement at Port Egmont meets the requirement of having actual possession. And it is recognized, it was certainly recognized in state practice at the time, that a lesser degree of actual possession was required in respect of remote and uninhabited islands. The UK therefore had actual possession of the islands. The third requirement is that the territory concerned is terra nullius. The Western Sahara Advisory Opinion tells us that terra nullius is a territory that belongs to no one. It refers to territory where there is no state sovereignty exercised over it. And the Falkland Islands at the relevant time were terra nullius. No state at the time of the expedition and the establishment of the settlement at Port Egmont had acquired sovereignty over it. By the time Argentina claims to have occupied the islands were no longer terra nullius. And for that reason, Argentina certainly fails on the third basis for acquiring title on the basis of occupation. The only way, and my distinguished friend has failed to make out that case,
in which Argentina could have acquired title by way of occupation is if the United Kingdom had abandoned the islands. But this the United Kingdom had not done. The United Kingdom, and that is acknowledged, did leave the island temporarily in 1774, but expressing an intention to continue the sovereignty over the islands. As a result, the United Kingdom never abandoned sovereignty over the islands, and the islands were not at the relevant time terra nullius. That brings me to the second basis of title for the United Kingdom, and that is conquest. The United Kingdom retook the Falkland Islands by military force in 1833, expelling an Argentine garrison. Now, it is critical to the UK's case that at the time, in 1833, this was not an unlawful use of military force. And that contrasts with the position in 1982, where, as I've explained, there is unanimous agreement that Argentina engaged in an unlawful use of military force. International law goes with the time, but we don't roll back thousands of territorial claims just because international law changes over time. This is the importance of the intertemporal rule in the law on territory. The law that is generally applied is the law that prevailed at the time the acts in question occurred. In the famous words of arbitrator Huber in the Island of Palma's case, a juridical fact must be appreciated in light of the law contemporary with it, not the law in force at the time when a dispute in regard to it arises or falls to be settled. So the lawfulness of the conquest, in other words, needs to be assessed by reference to the law as it stood in 1833. And there can be no doubt that conquest in 1833 was lawful. That brings me then to the third basis for the UK's title to the Falklands. So even if, Mr. President, honourable members of the Tribunal, you're not with me on these first 2 points, I can also rely on prescription as an alternative basis for the UK's title to the Falklands. Effective occupation and control of the Falklands for more than 150 years. A very long time indeed. I will show that the United Kingdom has acquired sovereignty over the islands by prescription on the basis of its continuous, peaceful, and public display of state authority on the islands. A state acquires sovereignty by prescription when it intends to act as sovereign and exercises state authority in a continuous, peaceful, and public way. And on the date on which a decision regarding the sovereignty of the territory has to be made, the critical date. The critical date here is the 11th of December 2013, according to Article 6.1 of the Compromis. Now, in order to successfully make out our case on prescription, we don't need to show, in contrast to occupation, that the Falkland Islands were terra nullius. So the absence, the presence of some settlement, in other words, on the Falkland Islands is not fatal to a claim of acquisitive prescription. Now, there are 5 requirements for prescription: intention, actual possession, and this actual possession needs to be continuous, peaceful, and public. Now, I've already made out the first 2 elements, intention and actual possession, but just to provide a bit more detail, specifically with respect to the last 150 years. The United Kingdom has acted as sovereign. It has enforced
over more than 150 years its laws in the Falkland Islands. It has appointed a succession of governors to govern in the Falkland Islands, and it has controlled throughout this period the constitutional arrangements in the Falkland Islands. The UK has retained exclusive authorities in matters of defence and foreign affairs with respect to the islands. The United Kingdom's exercise of authority in respect of the Falkland Islands was continuous. From the early 19th century up to the present day, the United Kingdom has exercised authority on an ongoing basis. Now, my distinguished friend has, and will undoubtedly expand in his reply on this point, argued that the United Kingdom has been absent from the Falkland Islands for a period of time. Now, at most, the absence of the United Kingdom was for a period of 59 years, namely between 1774 and 1833. It is well established in international jurisprudence that such a length of time is not sufficient that 59 years does not lead to the absence of continuity. In the island of Palma's case, 100 years did not lead to the failure of a claim on the basis of prescription. In the Eastern Greenland case, 200 years was fine. And in the Clipperton Islands case, 39 years was fine, though the tribunal did not say that only 39 years and not longer was sufficient for continuity to exist. The fourth element of prescription is that the actual possession needs to be peaceful. It needs to be non-belligerent in relation to other states. Now, since the 1820s, the UK's actual exercise in respect of the Falklands has been peaceful, with one important exception, the unlawful use of military force by Argentina in 1982, which the UK had every right, in the exercise of its right to self-defense, to repel. And finally, the fifth requirement, it needs to be public. The UK, throughout this period, has displayed sovereignty in a non-clandestine way, in a public way. One can point to nautical maps showing that the islands belonged to the United Kingdom, statements by the Foreign Office and others about the UK's claim, about the UK's sovereignty over the islands, and repeated claims by the UK to sovereignty over the islands before the United Nations after 1945. By contrast, Argentina cannot point to any cannot show that it meets the requirements of prescription, certainly not in the last 180 years. Spain and Argentina, at best, were on the islands for 25 years, compared to, as I have said, more than 180 years for the United Kingdom. And under the principle of the relativity of the title, surely the UK has a stronger basis to claim title to the Falklands on the basis of prescription. In summary, then, on this third basis to title for the UK's continuous, peaceful, and effective administration amounts to a superior title to sovereignty over the Falkland Islands. And as my learned friend in his academic and highly influential academic writing has pointed out, it is the principle of effectiveness that underlies the modern law governing the acquisition and loss of territory. And the simple matter is that the United Kingdom has, for more than 8 generations, had the balance of effectiveness in its favor, strongly in its favor in respect of the Falkland Islands.
that brings me to my final point, and I will be brief in view of the time, self-determination. Self-determination is one of the most significant developments in international law in the 20th century. And the United Kingdom, as the world's oldest democracy, takes self-determination very seriously indeed. That is also shown by the United Kingdom organizing a referendum in Scotland in September 2014, where Scottish people will be given the right to decide whether their future lies inside the UK or outside. And that is quite unique, the UK would like to point out, in modern history. It can also be added that Spanish citizens resident in Scotland will have a vote in this referendum as well. So that shows that the UK, certainly in modern times, is a strong defender of the fundamental right of self-determination in international law. Now, what does this mean with respect to the Falkland Islands? As one of the arbitrators has pointed out in her question earlier, the UK would take the view that the fact that the Falkland Islands are inscribed on the UN list of non-self-governing territories does mean that there is a right of self-determination. In other words, the population on the Falklands, the Falkland Islanders, have a right to decide about their own future. And this is an open choice. And it's an open choice that the UK has respected. The Falkland Islanders could choose the modality. They could choose independence. They could choose association with Argentina. They can choose continued association with the United Kingdom. And that is their choice. They have made that choice overwhelmingly in 2013 in a referendum, 99.8% in favor of continued association with the United Kingdom. So if we take the view that it is the people, the Falkland Islanders, who should have the final say, they have made their view very clear. They want to remain with the United Kingdom. And the United Kingdom is under a duty to respect that right. It is under a duty to respect that valid exercise of the Falkland Islanders' right to self-determination. The right to self-determination is now widely recognized as being of a jus cogens and erga omnes character. And the United Kingdom would breach its international obligations if it denied that right to the Falkland Islanders, if it denied that right to the Scottish people and others who have equal rights. Mr. President, members of the Tribunal, I have shown that the United Kingdom, on balance, has the far stronger case to title over the Falkland Islands, not least in light of modern developments on the law on self-determination. The Falkland Islanders have spoken loudly and clearly that they wish to remain with the United Kingdom, and you should respect that choice. Thank you. Thank you, Professor. We are now going to ask you some questions. Je vais passer la parole à Madame l'arbitre de Roure. Est-ce que vous considérez que l'on peut appliquer les résolutions 1514 et 1541 au Malouines ? Je vais ensuite passer la parole à Madame l'arbitre Jordens. Merci, Monsieur le Président. Pardon. Bien que vous ayez répondu donc, pour la question de l'indépendance, nous aurions voulu savoir, de même que pour l'Argentine, si une souveraineté partagée est envisageable ou non, et si oui, sous quelle forme. Merci. Je vais maintenant passer la parole à Madame l'arbitre Hofer.
Yes, actually I have two questions. One of them is regarding your argument on acquisitive prescription, meaning that it was one of the criteria has to be that it is peaceful. Now, even though you say that in 1833, the fact that the United Kingdom conquered the Falkland Islands by force, that at the time this was not a violation of international law, that doesn't mean that the action wasn't peaceful. You still used force. The United Kingdom still used force to acquire the islands. And I would just like to highlight also, we would like to highlight the fact when we apply Resolution 1514, aren't we bound by the practice of states, meaning that that resolution, the right to self-determination, is only applicable to certain populations? Thank you. J'aurais enfin une dernière question à vous poser. Vous avez cité le précédent de l'île de Clipperton et aussi celui de l'île de Palmas et du Groenland oriental, mais ces parties du monde, et principalement l'île de Clipperton, en fait, sont inhabitées, voire inhabitables. L'île de Clipperton est un tout petit atoll de quelques kilomètres carrés. Est-ce que vous considérez qu'on peut appliquer de la même façon cette prescription aux îles Malouines qu'à des îles comme Clipperton? Y a-t-il d'autres questions? Merci. Thank you. Mr. President and members of the tribunal, I will respond to these questions in turn. On the first question, now my learned friend has referred on a number of occasions to the Falkland Islands as arising out of a colonial context. We think it is incorrect to refer to the Falkland Islands as arising in a colonial context. Notwithstanding, we do accept, of course, that the Falkland Islands are inscribed in the list of non-self-governing territories. The fact of the matter is that the Falkland Islands, the relevant historical origins of this dispute, occurred between two European colonial powers, Spain and the United Kingdom. It is misleading, therefore, to speak about the Falkland Islands as being in a colonial context. The second question concerned whether the United Kingdom could envisage a shared sovereignty over the Falkland Islands. Now that is taking me beyond the brief of my government, so I will probably not ultimately be able to give you a fully satisfactory answer. But on one point, I would like to point out the following. As I've explained, the United Kingdom is bound by the right of self-determination of the Falkland Islanders. And as long as the Falkland Islanders have not expressed a wish to be under shared sovereignty of Argentina and the United Kingdom is bound to respect that wish of the Falkland Islanders expressed just last year. Now that may change if the Falkland Islanders desired to come under shared sovereignty of Argentina and the United Kingdom. But it is manifest that the Falkland Islanders at the present time do not wish such an arrangement to be put in place for their island. With respect to the third question, the first sub-question of the third question about acquisitive prescription, the United Kingdom would like to point out in this respect that an important difference needs to be drawn between conquest, which was the second basis of title that the United Kingdom relied on, and of course conquest, by definition, is not peaceful. But separate from that is acquisitive prescription, and here we look at whether the actual possession of the territory over the relevant period is peaceful. And here the submission of the United Kingdom is that this possession has been peaceful, with the single exception, but this is not the fault of the United Kingdom, of the 1982 war. Your second sub-question was about Resolution 1514 and the definition of people. The United Kingdom takes the view, as it has taken in other sovereignty disputes, including in Gibraltar, for example, that the Falkland Islanders are a people. They have a distinct cultural identity.
They have lived there for generations, and it is not solely the decision of the United Nations to decide when a people exists. As such, the Falkland Islanders have a right to self-determination. Finally, on Mr. President's question, whether we can rely on Clipperton, the UK believes it can. We don't see any fundamental qualitative difference between the case of the Clipperton Islands and the case of the Falklands. It's a matter of degree, not a qualitative fundamental difference. Thank you, Professor. Avant que le tribunal n'entende les répliques et dupliques des parties, nous allons faire une courte pause d'1 quart d'heure. La séance est suspendue pour 15 minutes. Le tribunal. Veuillez vous asseoir, la séance est rouverte. Je vais donc maintenant immédiatement passer la parole à Monsieur le professeur Marcelo Cohen pour la réplique de l'Argentine. Vous avez la parole, Monsieur le professeur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les arbitres. Je vais brièvement répondre à l'argumentation développée par le Royaume-Uni lors du premier tour. Je constate avec étonnement que mon distingué collègue et ami de l'autre côté de la barre a commencé son exposé avec des considérations tout à fait étrangères à l'objet de votre juridiction, qui est celle de déterminer qui a la souveraineté sur les îles Malouines. Je n'entrerai pas dans des considérations relatives à la question d'actualité évoquée par mon distingué collègue. Tout simplement, je relèverai la contradiction flagrante de la position du Royaume-Uni en ce qui concerne les conflits auxquels il a fait référence et la situation des îles Malouines. Je me réjouis de savoir que, de la même manière que le Royaume-Uni s'est rappelé qu'il existait un principe d'autodétermination des peuples à un certain moment, tardif, il est vrai, maintenant le Royaume-Uni se rappelle de l'importance du principe du respect de l'intégrité territoriale. Le Royaume-Uni a aussi invoqué devant vous les conflits armés de 1982. Mesdames et Messieurs les arbitres, vous n'êtes pas ici pour déterminer la licéité ou l'illicéité du recours à la force par l'Argentine en 1982. Par ailleurs, tous les gouvernements démocratiques qui se sont succédés depuis 1983 jusqu'à maintenant ont reconnu les caractères illicites du recours à la force par le régime dictatorial argentin de l'époque, mais ce recours à la force n'a en rien changé la situation en ce qui concerne la souveraineté des îles, comme le propre Royaume-Uni l'a reconnu quand il est allé au Conseil de sécurité en avril 1982 et a obtenu la résolution 502 grâce au fait que le représentant britannique, Sir Anthony Parsons, avait reconnu qu'il ne venait pas là pour demander que l'on règle la question de souveraineté, mais simplement pour condamner le recours à la force. Par ailleurs, la même année 1982, l'Assemblée générale des Nations unies a réitéré sa doctrine en matière de décolonisation des îles Malouines, c'est-à-dire le conflit armé de 1982 n'a aucun impact en ce qui concerne les titres de souveraineté des uns et des autres. Je relèverai aussi en passant
que même en reconnaissant la responsabilité de l'Argentine pour cet emploi de la force contre le droit international, je mentionnerai également que le gouvernement de Mme Thatcher a tout fait pour empêcher un règlement pacifique de ces conflits. Je viens maintenant aux arguments développés par la partie adverse. Et je suis vraiment étonné, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les arbitres, de la façon un peu tordue dans laquelle le Royaume-Uni a présenté les faits tels qu'ils se sont déroulés dans l'histoire. Premièrement, parler des premiers occupants. Il est évident, et c'est un fait incontestable, que le premier occupant des îles Malouines, ce fut la France. D'où d'ailleurs le nom des îles Malouines. Et que c'est les Français qui, les premiers, se sont établis en 1764. À aucun moment, je dis bien, mesdames et messieurs les arbitres, à aucun moment la présence britannique a été première ou exclusive. Quand les Britanniques se sont établis à Port Egmont, il y avait déjà une présence humaine préalable et une occupation effective préalable. Et cette occupation française, comme je l'ai dit lors du premier tour, a été transférée à l'Espagne, donc c'est l'Espagne qui peut revendiquer les droits du premier occupant. Les autres arguments développés par mon distingué collègue pour justifier ce titre d'occupation ne résistent pas l'analyse. Il est évident que l'abandon britannique en 1774 et le long silence qui a suivi ne peut justifier la souveraineté britannique en 1829 ou 1833. Il y avait une présence effective espagnole. La fameuse plaque tant de fois alléguée par les Britanniques a été retirée par les Espagnols et les Britanniques n'ont rien fait, rien protesté. Certes, conscient de la faiblesse de cet argument de la première occupation, mon distingué collègue a excipé pour la première fois dans l'histoire de ces différends, mesdames et messieurs les arbitres, pour la première fois dans toute l'histoire de ces différends, l'argument de la conquête et l'argument de la prescription acquisitive. Aveu flagrant de la simple invocation de la force comme argument principal pour la souveraineté britannique. Mais même ces deux arguments fondés sur la force ne résistent pas à l'analyse. Commençons tout d'abord par la conquête, Monsieur le Président. Quelles étaient les conditions exigées par le droit international à l'époque pour que la conquête puisse être un titre valable de souveraineté territoriale? Le droit international imposait trois conditions que mon distingué collègue, bien entendu, ne vous a pas mentionnées. La première condition, c'était l'existence d'un état de guerre. Eh bien, mesdames et messieurs les arbitres, non seulement il n'y avait pas un état de guerre entre l'Argentine et la Grande-Bretagne en 1833, mais bien au contraire, il y avait un traité d'amitié, de commerce et de navigation entre les deux États. Premier vice qui écarte déjà la possibilité d'invoquer valablement la conquête comme mode d'acquisition de la souveraineté territoriale. Deuxième condition, le déplacement du souverain. Condition que, bien entendu, l'Argentine ne nie pas. Il y a eu un acte de force par lequel l'Argentine a été chassée de ces territoires. Mais la troisième condition fait également défaut. La doctrine qui a examiné cette question est d'accord pour dire que pour que la conquête opère transfert de souveraineté, il fallait un traité de paix par lequel l'ancien souverain renonce à sa souveraineté et reconnaît la souveraineté du vainqueur. Certains auteurs invoquent 1713 comme la date à partir de laquelle un traité de paix est nécessaire, d'autres 1815 Vienne dans le premier cas, Utrecht dans le deuxième Vienne comme argument. Il est clair que
que soit la date à partir de laquelle un traité de paix est requis pour qu'une conquête puisse opérer, ni dans un cas ni dans l'autre, la condition était remplie en 1833 ou après. Je viens maintenant à l'argument de la prescription, Monsieur le Président. Je vous l'avais anticipé, je m'attendais à cet argument de la prescription acquisitive. Depuis Grotius jusqu'à aujourd'hui, la doctrine du droit international discute à propos de l'existence ou non de la prescription acquisitive en droit international. C'est une thèse controversée. La Cour internationale de justice, dans son arrêt de 1999 dans l'affaire de l'île Kasikili-Sedudu entre la Namibie et le Botswana, a parlé de la doctrine. J'attire votre attention sur l'emploi du terme. Quand la Cour parle de l'uti possidetis, il parle du principe de l'uti possidetis. Quand la Cour parle de la prescription, elle dit la doctrine. Et la Cour, tout simplement dans cette affaire, a constaté que les deux parties ont invoqué l'existence de la prescription. Mais la Cour s'est abstenue de reconnaître l'existence de la prescription acquisitive en droit international. Quoi qu'il en soit, Monsieur le Président, si la prescription était un titre qui existerait en droit international, les conditions ne seraient même pas remplies en l'espèce. Pourquoi? Il ne s'agit pas tout simplement d'examiner l'intention britannique ou la possession. Certains des membres de ce tribunal ont posé des questions quant au caractère paisible, mais la doctrine qui reconnaît l'existence de la prescription s'accorde pour dire qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des protestations de la part de l'autre partie. Et un parallèle que vous pouvez faire avec la prescription en droit interne vous donne les mêmes résultats. Qu'en est-il ici? L'Argentine a protesté, le Royaume-Uni, de manière constante, s'est refusé d'accepter d'entrer en matière. C'est une manière curieuse d'invoquer la prescription. C'est tout simplement l'argument de la force. L'autre partie est en mesure d'imposer sa force et la partie la plus faible n'a pas de moyens sauf de protester. Je dirais par ailleurs que les exemples donnés par mon distingué contradicteur ne sont pas pertinents. Dans l'affaire de Clipperton, dans l'affaire du Groenland oriental, dans l'affaire des Palmas et autres, au fond, il ne s'agissait pas d'opposer titre original et prescription. À Clipperton, l'arbitre a trouvé que c'est la France qui avait un meilleur titre que le Mexique, Groenland oriental, le Danemark, Palmas, les Pays-Bas. Et je dirais en plus quelque chose qui me paraît fondamental. La prescription est un titre qui dépend du simple écoulement d'un laps de temps. Le gouvernement britannique vient vous dire, comme nous sommes là depuis 180 ans, vous devez reconnaître notre souveraineté. Mais je vous rappellerai, mesdames et messieurs les arbitres, ce que Hugo Grotius disait dans son très connu ouvrage de Iure Belli ac Pacis. Rien ne se fait par le temps, tout se fait dans le temps. Eh bien, ce qu'il faut regarder, c'est ce qui s'est passé pendant ces 180 ans et non pas invoquer simplement que 180 ans se sont écoulés. Pendant ces 180 ans, la question est restée ouverte. Le Royaume-Uni n'a jamais accepté de régler ces différends. C'est le Royaume-Uni lui-même qui s'est mis en condition d'empêcher d'invoquer la prescription acquisitive. Mais tout cela, Monsieur le Président, témoigne aussi de l'absence totale de bonne foi du gouvernement britannique. Parce que vous vous rappelez très bien, mesdames et messieurs les arbitres, du contenu de la note de protestation. Si les Britanniques étaient souverains en 1829, parce qu'ils disaient qu'ils avaient découvert les îles d'abord, qu'ils étaient les premiers occupants, qu'ils n'avaient pas abandonné les îles avec une intention d'abandon,
invoquer les fêtes des forces de 1833, invoquer le silence, mesdames et messieurs les arbitres, 59 ans de silence britannique apparemment n'aboutissent pas à la perte de la souveraineté. Mais lorsque l'Argentine est restée silencieuse du fait de sa situation interne et du fait que les Britanniques se refusaient même de manière humiliante pour l'Argentine de répondre aux protestations argentines pendant 30 ans, le gouvernement britannique prétend que l'Argentine a acquiescé. Eh bien, je crois avoir démontré que l'Argentine n'a jamais acquiescé à la perte de sa souveraineté, en tout cas comme la Cour l'a dit dans l'affaire Malaisie-Singapour. Il faut qu'il y ait des faits clairs de rénonciation, ce qui n'est pas le cas ici. Je pense que je n'ai pas beaucoup de temps, 2 minutes. Alors je vais me référer à la question des... Pour conclure sur cette question, il y a un élément fondamental aussi dans la jurisprudence de la Cour, à partir de l'arrêt Burkina Faso-Mali que vous connaissez très bien, mesdames et messieurs les arbitres. Dans les cas de contradiction entre le titre et l'effectivité, la prévalence va pour les titres et pas pour l'effectivité. Droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Monsieur le Président, le Royaume-Uni se référait au référendum que le gouvernement britannique a organisé pour que ces ressortissants britanniques décident que le territoire dans lequel ils sont doit rester britannique. Sur la population britannique qui a participé à ce référendum, je peux vous dire, la plupart des participants à ce référendum ne sont même pas nés aux îles Malouines. Je sais qu'il y a des habitants qui sont là depuis plusieurs générations, mais aujourd'hui ils sont devenus minoritaires. Et pour pouvoir voter à ce référendum, il fallait être citoyen britannique. Cela veut dire qu'il y a des Chiliens ou des Saint-Héléniens qui font le travail que les Britanniques n'aiment pas faire et qui font le travail aux îles Malouines qui sont là depuis des générations. D'accord, j'ai fini simplement en vous disant que ce que vous devez décider, mesdames et messieurs les arbitres, n'est pas simplement indifférent entre deux États. Vous devez également décider, en fin de compte, sur ce qui doit prévaloir dans les relations internationales. Votre choix est donc entre la primauté du droit ou la force. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Professeur. Nous allons à présent vous poser quelques questions. Je vais donner la parole à Madame l'arbitre Hainaut. Merci, Monsieur le Président. Alors, on voulait savoir ce que vous pensez à propos de la date de 2013 que le Royaume-Uni a donnée comme date critique. Ensuite, je vais aussi vous poser une petite question au sujet des conditions de la conquête auxquelles vous faites référence. Quelles sont les bases juridiques de ces conditions? Y a-t-il d'autres questions? Voilà, ce sera tout. C'est tout? OK. Bon, la date critique. Mesdames et messieurs les arbitres, j'ai invoqué la date critique en me basant sur la jurisprudence de la Cour et la manière dont la Cour détermine la date critique, c'est-à-dire à quel moment s'est cristallisé le différend. Il y a un État qui, d'une manière ou d'une autre, invoque ou exerce sa souveraineté, et l'autre qui vient et qui la conteste. C'est ce que la Cour a fait dans les différentes affaires que j'ai mentionnées, Malaisie-Singapour, Nicaragua-Colombie, Nicaragua-Honduras, pour vous mentionner les toutes dernières décisions de la Cour en matière territoriale. Et manifestement, le Royaume-Uni, essayant de faire prévaloir la force de sa possession, veut repousser la date critique jusqu'à aujourd'hui, pratiquement. Mais cela est contraire à la pratique de la Cour pour la détermination de la date critique. Je dirais que je peux accepter que certains arguments doivent être évalués même au-delà de la date critique. Si le Royaume-Uni veut invoquer le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ou un acquiescement qui s'est produit hier, par exemple, effectivement, pour ces éléments-là, on ne doit pas garder de manière absolue la date critique de 1829.
Mais, comme je l'ai dit, ni le principe d'autodétermination est applicable, ni aucun fait d'acquiescement a été invoqué par les Britanniques en 2013 ou préalablement. Donc c'est la raison pour laquelle je soutiens fermement qu'afin d'établir qui a souveraineté, essentiellement, si on veut appliquer la bonne foi dans les relations internationales, il faut s'en tenir, il faut se tenir à ce que les partis ont vraiment invoqué, quand ils ont revendiqué pour la première fois les uns par rapport aux autres, la souveraineté territoriale. En ce qui concerne la deuxième question, celle de la conquête, et quelles sont les bases juridiques de ce que j'ai affirmé. Vous savez très bien, mesdames et messieurs les arbitres, que dans les cas d'ouverture des hostilités et des changements de contrôle territorial, il existe une institution très importante en droit international qui ne date pas d'aujourd'hui ni de 1949, qui est celle de l'occupation militaire. Pourquoi il existe l'institution de l'occupation militaire? Précisément parce que tant que la situation n'est pas déterminée, un État qui contrôle, grâce à sa force armée, un territoire qui n'était pas auparavant sous son contrôle, devient un occupant militaire. Si on ignorait les conditions que je viens de vous mentionner, existence d'un état de guerre, à l'époque, cette condition était nécessaire pour qu'il existe guerre entre les États, je vous rappelle, et vous le savez très bien, mesdames et messieurs les arbitres. Si on ignorait la condition d'un traité de paix, et si le simple fait de la volonté de l'État qui triomphe sur le plan militaire suffit, il n'y aurait aucune distinction à faire entre l'occupation militaire et la conquête. Il suffirait que l'occupant militaire dise « Je ne suis plus occupant militaire, je suis souverain, donc mes obligations comme occupant ont disparu » pour que tout l'échafaudage de l'occupation militaire disparaisse. Par ailleurs, la doctrine tant française que britannique, je pense à Lord McNair, par exemple, a reconnu l'existence de ces trois conditions. Comme je l'ai dit, le débat est à propos du moment. Est-ce que c'était lors de la paix d'Utrecht ou est-ce que c'était lors du congrès de Vienne de 1815, le moment dans lequel cette exigence d'un traité de paix a été exigée. Et voilà, ce sont mes réponses, Monsieur le Président. J'espère avoir satisfait vos inquiétudes. Merci, Monsieur le Professeur. Le moment est donc venu de passer la parole à Monsieur Michael Weibel pour la duplique du Royaume-Uni. The floor is yours, Professor. Mr. President, members of the tribunal. Argentina has accused the United Kingdom of bad faith. Now, the United Kingdom regards this as an extraordinary assertion, given that the United Kingdom, it bears reminding, has been in lawful possession, continuous possession of the Falkland Islands for a period of over 150 years. And the United Kingdom has voluntarily submitted itself to this dispute resolution process, to this arbitration, in contrast to Argentina, which tried to retake the islands by military force in 1982. So it isn't by no means clear that it is the United Kingdom who has exercised, at some point over the long history of this dispute, bad faith. The United Kingdom also takes issue with the position taken by my distinguished friend that the UK relies exclusively on conquest. That is one, as I have laid out, one of the three bases on which the United Kingdom claims that it has title to the Falkland Islands. And it suffices that the United Kingdom succeeds on any of these three bases. And as I've also elaborated, I will come back to that question of self-determination, that is fundamental to the present case. As long as the Falkland Islanders do not wish to pass under
shared or exclusive Argentine sovereignty, their wish needs to be respected, and Argentina cannot, in such circumstances, have a claim to sovereignty over the Falkland Islands. I'll come back to that question in a bit more detail. The United Kingdom has not, contrary to what my learned friend has argued, abandoned sovereignty over the Falkland Islands. As I've mentioned before, the United Kingdom has only temporarily ended its presence on the islands, leaving a plaque that, and it was said at the time, it was inscribed in a piece of wood, that all nations should be aware that the United Kingdom continues to claim sovereignty in respect of the Falkland Islands. So the UK has at no point abandoned sovereignty over the Falkland Islands. The same cannot be said with respect to Spain or, for that matter, Argentina. There are two episodes that I would like to draw the tribunal's attention to. In 1811, Spain left the islands because of political turmoil in Buenos Aires due to the impending independence of Argentina. Spain wanted to prevent Argentina from becoming independent, and during that period of time, the islands were uninhabited. It was only in 1820 that Argentina returned to the islands, but for a temporary period, and the islands remained uninhabited and without government. So the period during which Argentina was on the islands was very brief. It was a few years in the 1820s. And then in 1833, Argentina withdrew without fighting after the UK arrived again on the islands. And since then, and that is fundamental for the UK's case, on acquisitive prescription, the United Kingdom has been in continuous peaceful and public actual possession of the islands. The United Kingdom also disputes that the principle of uti possidetis has any relevance in this case, because uti possidetis requires only operates when you have a change in sovereignty, and this was not the case here at the relevant point in time. The United Kingdom also did not recognize Argentina at the relevant time. Argentina has at no point prior to being recognized by the United Kingdom been in actual possession of the Falkland Islands. It was Spain, if anything, but that is not conceded by the United Kingdom, that had such possession, but for brief periods of time. In conclusion on this point, whatever effectivité Spain may have had in the distant past, perhaps in medieval times, though the evidence on this is by no means conclusive, or that Argentina may have had, they pale in comparisons with the effectivité of the United Kingdom, especially if we look at the last 200 years. On this basis alone, the UK has a very strong title to sovereignty in respect of the Falkland Islands. And I would like to expand more on the UK's position in respect of self-determination. Now, my learned friend has very eloquently argued that the right of self-determination does not apply in respect of the Falkland Islanders. With great respect, the United Kingdom disagrees. There is a fundamental contradiction at the heart of Argentina's case. And this is important for the United Kingdom's final submission in respect of self-determination. If the Falkland Islands are indeed a colonial situation, which, as I have outlined before, is not the position of the United Kingdom,
then there must be a right of self-determination. This has been recognized by the United Nations and is now part of customary international law. So if it is colonial, it automatically follows that there is a right of self-determination, including a right of external self-determination. And that's the second critical leg of our submissions on this point, the Falkland Islanders have made it crystal clear where they see their future. They see their future with the United Kingdom, unfortunate as it may be for Argentina, not with Argentina. Whatever the precise motives of the Falkland Islanders may be, they have expressed themselves in a democratically organized referendum in accordance with international norms. And that voice of the Falkland Islanders needs to be respected. It would be dangerous to draw artificial distinctions between smaller groups that are not entitled to a right of self-determination, to deny them that fundamental right and grant that right only to large populations. In the United Kingdom's view, just like in Gibraltar, the Falkland Islanders are a people and therefore have that right of self-determination. If the Falkland Islands are not in a colonial context, then there is no right to self-determination. In that case, it all comes down to the traditional basis for title. Which state has a stronger claim? And as I have shown, this is, by a wide margin, the United Kingdom. All the effectivité in the last 200 years are, virtually all, are in its favor. Prescription has a sound basis in international law in particular. So if the United Kingdom had to point to one title, one of the three that gave it the strongest basis, it would be prescription. And this has been recognized in a long series of judgments, including in the island of Palma's case. And the United Kingdom meets the requirements for acquisitive prescription, as I have outlined before. And on that basis alone, this tribunal should rule that the United Kingdom is entitled to sovereignty in respect of the Falkland Islands. And with that, I thank the members of the tribunal and Mr. President for their kind attention. That concludes the United Kingdom's submissions. Thank you, Professor. We are now going to ask you some questions. Je passe la parole à Monsieur l'arbitre Dupont. Merci, Monsieur le Président. L'Argentine a déclaré que la prescription inquisitive n'avait pas de source valable en droit international. Pourtant, le Royaume-Uni continue de baser son argument sur la prescription inquisitive. Donc, quelles sont, pour le Royaume-Uni, les sources de cette prescription? Merci. Je vais maintenant passer la parole à Madame l'arbitre Hofer. Merci, Monsieur le Président. I have a small question regarding the United Kingdom's attitude towards the argument of self-determination, because based on the facts that we have on the conflict between Argentina and the United Kingdom only suggested self-determination as an argument in the 1970s. And I was wondering if it would be possible for the United Kingdom to explain this. Thank you. Il n'y a pas d'autres questions? That's it. Thank you. Could I just clarify the first question? Is that about whether acquisitive prescription has a basis in international law, or is it about the conditions? C'est à propos de la base juridique de la prescription inquisitive. Donc pas les conditions, mais la base précise de cette prescription. So the United Kingdom takes the view that acquisitive prescription is recognized in international law as valid a basis for a state to acquire title to a territory. And this is, for example, recognized in the island of Palma's case at page 839 of the award, where the tribunal said that continuous and peaceful display of territorial sovereignty, peaceful in relation to other states, is as good as title.
One can also point to other decisions of international courts and tribunals, including the Camisal case, where this principle has similarly been affirmed. So we take the position that acquisitive prescription is firmly established in international law and does provide a basis for the UK's title in this case. With respect to this, the second question, this is a question that pertains again more to the political branches of my government, and I'm not fully briefed to answer Your Excellency's question on this point. But if I had to speculate, of course the right to self-determination is not a right that has existed for a very long time in international law, and it is during the 1960s and 1970s that that right has first emerged. And as soon as it has become part of customary international law, the United Kingdom has been at the forefront of giving effect to that right of self-determination in a variety of circumstances, as I have explained, both in cases where this has potentially adverse consequences for the interests of the United Kingdom and where this may be in the interest of the United Kingdom. Thank you very much, Professor. Ceci nous amène donc à la fin de cette audience consacrée aux plaidoiries des parties. Le tribunal tient à remercier les conseils des parties pour l'assistance qu'ils ont apportée à ce tribunal par leurs exposés oraux. Le tribunal se retire à présent pour entamer sa délibération. Les parties seront informées de la date à laquelle le tribunal donnera lecture de sa sentence. Enfin, le tribunal aimerait remercier le CDI et toutes les personnes qui ont permis d'organiser cette expérience assez unique, il faut le dire, et vraiment passionnante. Merci. La séance est levée. Bien, merci. Donc, juste quelques mots de clôture. Donc voilà, comme vous l'avez entendu, le tribunal entamera son délibéré. Donc les arbitres vont délibérer dans les semaines qui viennent et auront rédigé leur sentence pour début mai 2014. Donc ils travaillent quand même sous un programme relativement serré. La sentence sera rendue publique et le tribunal s'inspire ici plutôt de la pratique suivie par la Cour internationale de justice, puisque la sentence sera délivrée à une audience publique au mois de mai et la lecture de la sentence sera diffusée en streaming. Donc d'ici là, vous l'avez remarqué, l'audience a été filmée. Donc grâce à l'aide de la cellule podcast de l'ULB, les podcasts seront disponibles dans quelques jours sur les sites du centre. Donc je vous invite à suivre l'affaire sur les sites du Centre de droit international, donc cdi.ulb.ac.be, et sur la page Facebook du centre. Et je passe maintenant aux remerciements. Je voudrais tout d'abord adresser mes remerciements le plus chaleureux au professeur Marcello Cohen et Michael Weibel. Marcello Cohen donc de l'Institut des hautes études internationales de Genève et Michael Weibel de l'Université de Cambridge, d'avoir accepté à participer à ces procès simulés et d'avoir pris le temps de leur programme très chargé pour jouer le rôle de deux parties assez différents. Donc je les remercie vraiment, vraiment chaleureusement. Donc, je voudrais aussi remercier tout particulièrement les personnes de la cellule podcast de l'ULB pour leur soutien dans les aspects techniques dans la réalisation de cet événement. Donc, non seulement pour le travail qui a déjà été fourni, mais aussi et surtout pour le travail qui sera fourni par la suite, pour le montage des podcasts et pour le streaming lors de la sentence arbitrale. Un grand merci aussi à la Fondation Runneransbach et aux responsables du projet ARC, les juges en acteurs en mutation qui ont contribué au financement de cet événement. Enfin, un très grand merci à vous tous d'être venus si nombreux pour assister à ces procès simulés. Et évidemment, un très très grand merci aux étudiants
qui se sont livrés à cet exercice avec passion et enthousiasme et qui ont, je trouve, si bien joué le rôle des arbitres. Donc je vous invite à les remercier et à les applaudir. Voilà, là la séance est vraiment levée. Alors.